Bonsoir à tous. D'abord, je vais parler doucement parce que je ne parle pas portugais, je le regrette, et donc je suis obligé de parler en français, et donc il y a une traduction qui se fera, et je sais que c'est difficile de traduire rapidement. D'abord, je dirais comme le représentant du consulat, mon émotion d'être ici, parce que pour un architecte, se retrouver dans ces lieux, c'est pas rien. Hein. Donc je le dis, et quand je dis mon émotion, c'est réel, parce que je tremble un peu, et peut-être que je ratatouillerai de temps en temps. Voilà. Donc je tenais à vous le dire. Je ne parlerai pas du laboratoire international pour l'habitat populaire ce soir, ce n'est pas l'objet de mon intervention. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard pendant les journées à venir. Par contre, j'interviendrai en deux temps là. Un premier temps pour dire un petit peu la démarche de ce séminaire, et un deuxième temps, ou l'inverse, pour expliquer un peu mon point de vue sur le thème de la Biennale en général et sur le travail qu'on va faire pendant ces 4 jours-là. En fait, ma tâche ce soir, c'est d'essayer de dire ce qui a motivé l'organisation de la participation française à la Biennale la 10e Biennale de São Paulo. Cela avec ce titre, l'insoutenable légèreté de l'être, non, l'insoutenable architecture. Je voudrais d'abord dire l'importance, de mon point de vue, de cette biennale et les raisons du choix qui a été fait qu'on a fait à São Paulo. Cette importance peut être appréciée, à mon avis, à 3 niveaux. Déjà, du point de vue de la chronologie. Alors, je vais parler en espagnol. Cidade, modos de fazer, modos de usar. Je ne sais pas si c'est bien dit. Bon. Ici à São Paulo, cette année, résonne avec Fondamental à Venise en 2014, en pointant, je trouve, à l'avance et peut-être de façon plus directe, ce qui est fondamental pour le développement urbain. Avant Venise, donc, mais aussi avant Medellín et le Forum urbain mondial 7, qui a pour titre un peu ronflant, équité urbaine dans le développement des villes pour vivre, qui serait la dernière rencontre officielle avant l'organisation de Habitat 3, où ONU Habitat va structurer et énoncer les grands axes de son travail institutionnel pour les 20 années à venir. Ce qui veut dire que la Biennale, aujourd'hui, elle est avant deux autres moments importants qui vont avoir une influence sur la ville, sur le développement, sur la pensée du développement urbain, sur le débat mondial sur le développement urbain, et de fait sur la vie de beaucoup de gens et sur nos pratiques professionnelles à nous. Ensuite, un deuxième point, sur le plan conceptuel et stratégique général, quant à la nécessité de penser une problématique nouvelle du développement urbain et de tracer des perspectives d'expérimentation, de pratiques professionnelles et architecturales nouvelles, en fonction d'ambitions renouvelées et inscrites dans des préoccupations à la fois plus larges, politiques, humaines, et mieux contextualisées. Enfin, et c'est pour ça qu'il y a un échange avec l'Amérique latine, enfin, quant à l'intérêt des échanges Europe-Amérique latine pour la construction de cette problématique générale et quant aux conditions à réunir, et c'est ça qui me paraît important, pour rendre efficaces ces échanges. On mesure l'importance du travail à réaliser collectivement durant nos journées de débat. On peut comprendre aussi, et ça me paraît important, pourquoi São Paulo et pourquoi le continent sud-américain. En effet, aujourd'hui, je crois que sur le continent sud-américain, qui irait du mur de Tijuana jusqu'au sud de la Patagonie, des peuples construisent ou essayent de construire la société émancipatrice du XXIe siècle. Ils cherchent à inventer la ville, des sociétés en devenir. En d'autres termes, ces sociétés en évolution interrogent et tentent de rejeter, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le développement urbain dominant. Ce qui implique pour nous de construire des pratiques et des interrogations nouvelles à partir de perspectives nouvelles parce qu'engagées. D'autres questions liées au titre général, je le dis en français cette fois-ci, la ville, manière de faire, manière d'utiliser, et on pourrait naturellement dire
lire manière de vivre, peuvent justifier les choix d'organisation faits par la participation française à cette biennale. Il s'agit en particulier des notions de modernité, d'habitat populaire, ainsi que du concept de ville même. À propos de la modernité, je ne développerai pas ce soir parce qu'on a 4 jours pour développer. Cette idée au plan général comme au plan architectural doit être entendue non pas comme un style, mais comme un processus, comme une cause. Là, je fais référence à Anatole Kopp. Ici encore, toujours sans développer, on peut penser que sur ce continent, du fait de cette recherche d'une société du XXIe siècle émancipatrice, une seconde étape de la modernité est en train de se construire. Modernité affranchie de toute imitation adaptative. Pour ne pas développer, je voudrais citer un architecte sud-américain qui n'est pas brésilien, mais il y a d'autres architectes qu'au Brésil, qui est un architecte vénézuélien qui s'appelle Juan Pedro Posani et qui a travaillé pendant longtemps avec Carlos Raúl Villanueva à propos de cette idée de deuxième modernité. Il dit « La modernité, ce serait une modernité qui conserverait l'extraordinaire ressort de l'espoir, la foi en la rationalité scientifique, la justice de l'émancipation universelle et le domaine commun de la solidarité, mais une modernité qui se détacherait de son eurocentrisme initial, de sa négation de la diversité, de sa foi abstraite dans le progrès, de sa dépendance aveugle au marché et de sa dépendance à un modèle unique de démocratie. » Je crois que c'est important. Donc j'insiste pas sur la modernité, on en discutera certainement pendant les 4 jours. Concernant la notion d'habitat, et je vais développer un petit peu cette notion-là, du fait en particulier que je dirige le laboratoire international pour l'habitat populaire, vous comprenez donc que c'est une préoccupation qu'on peut avoir. Je développerai cette notion parce qu'elle me semble permettre d'introduire dans notre réflexion et nos actions un acteur central de la fabrication, de l'évolution et de l'animation de la ville, voire peut-être celui que l'on pourrait qualifier d'auteur des villes, et qui n'est pas encore présent ou pas assez ce soir, mais qui va l'être à partir de demain, c'est-à-dire le peuple. Le peuple entendu dans l'intégralité de ses composantes et de ses tensions, et des tensions qu'il traverse, et non, comme trop souvent, comme représentant les pauvres, au sens de pauvres. En effet, se pose aux hommes actuellement, et c'est le thème, je crois, de ce que j'ai compris de la Biennale de São Paulo, des questions fondamentales pour leur présent et pour leur avenir. Alors que l'on évoque couramment, et en les confondant le plus souvent, la crise du logement social, ça c'est en Europe, de l'habitat populaire en termes généraux et de la ville, on mesure moins la réalité des effets que les finalités du modèle dominant, a fortiori mondialisé, imposent à la fabrication de la ville. L'accélération du phénomène d'urbanisation mondiale et sa soumission à des valeurs nouvelles font se superposer plusieurs conceptions de la ville qui nécessitent de poser dans des termes nouveaux la question urbaine. Schématiquement, 2 conceptions du développement urbain sont observables. D'une part, la ville historique, celle que nous connaissons majoritairement et qui a été construite par ceux qui l'ont habitée. Une ville qui a évolué et continue d'évoluer. Une ville toujours en construction et qui témoigne spatialement des rapports sociaux, eux aussi en évolution. Ville parfois aliénante, ville parfois émancipatrice, ville parfois dite révolutionnaire, qui pourrait s'appeler Brasilia, Monténégro, São Paulo, Paris, toutes les villes que l'on connaît. Et d'autre part, une ville contemporaine, technicisée, dite complexe, cœur de réseaux mondialisés et d'échanges matériels et immatériels connectés au monde, devenue elle-même réseau et flux. Une ville moderne, parfaite, pensée pour répondre aux représentations et aux besoins de la globalisation. Produit de la globalisation, elle tend naturellement à dominer la pensée urbaine mondialisée, structurée par des notions de mobilité, de mouvement, de flux, de réseau, dont Dubaï serait l'archétype qui pèse aujourd'hui sur les représentations de beaucoup. L'archétype de Dubaï, c'est un idéal réalisé qui, par là même,
ni toute perspective d'avenir. Mais cette forme urbaine idéale, synthétique et pensée pour de nouveaux nomades assignés désormais à résidence sur des trajectoires socio-professionnelles standardisées, où tout circule et pourtant semble rester en place, tant s'estompent les différences entre les états des choses manufacturés au sein d'espaces standardisés où tout est devenu interchangeable. Mais cette assignation à résidence a pour corollaire le confinement en position d'assister, de dominer interchangeable et la constitution de modes de vie urbanisés pourtant insupportables à la grande majorité des hommes, le bidonville devenu mondialisé lui aussi. Le bidonville, de mon point de vue, est le pendant consubstantiel de l'idéal urbain de cette mondialisation. Dubaï ne peut exister sans lui. Alors, quand je dis bidonville, c'est une expression qui est européenne. Ici, on dit favela, ailleurs, donc j'espère que les traducteurs auront traduit correctement. Ainsi, et c'est là où je veux en venir, s'opère et s'impose un glissement entre deux pôles schématiquement présentés ici. Depuis une urbanisation, produit aléatoire, singulier, collectif des rapports entre les hommes qui y vivent, donc la transforme, vers une organisation matérielle, sans avenir puisque parfaite, celle des flux et de l'individualisation qui y règne. De la civilisation de la ville, singulière, localisée et en évolution, on passe à une civilisation du mouvement, de la fuite standardisée et déterritorialisée, tout en figeant le temps. Mais je voudrais souligner que ce moment n'est pas seulement celui de Dubaï et de Nouvelle Dubaï, car il séduit nombre de ceux qui aujourd'hui fabriquent la ville. Nous, les architectes, les urbanistes, les techniciens, les élus, les institutions nationales et internationales, et tentent à imposer ces solutions architecturales, urbaines, en réponse à des crises réelles, des villes réelles, elles aussi marquées par les ravages de l'économie de profit. La question urbaine, dans cet ensemble et dans son développement, comme dans ses effets sur l'organisation de la vie de la collectivité, ne cesse d'être posée par la puissance de la mondialisation à partir de choix idéologiques, donc en termes politiques constamment masqués. Fondamentalement, l'évolution de la question urbaine exprime non pas une crise technique, une crise matérielle, mais un choix de civilisation. D'où, de mon point de vue, la nécessité de contribuer à la réappropriation collective, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, du choix éthico-politique par la communauté, non pour restaurer un modèle de ville qui aurait fait son temps et qui serait incapable de faire face aux défis contemporains, mais pour inventer de nouvelles manières de rendre à la ville historique sa capacité à être source de projets de société et de civilisation, source permanente d'avenir individuel et collectif. En ce sens, les questions que soulève le développement urbain sont civilisationnelles et exigent analyse et réponse à un niveau de projet de société. Un projet de société que nous abordons, nous, ici, sous l'angle urbain, mais en répétant qu'il est le reflet et la traduction de choix plus fondamentaux encore. En clair, si les rapports que les hommes entretiennent entre eux et avec leur milieu sont paralysés, si les rares tentatives expérimentales sont contraintes à l'impuissance par les rapports économiques dominants et les voix discordantes sont réduites au silence, ou presque, il est urgent de rappeler que seul un peuple est à même de maintenir ouvertes les perspectives émancipatrices sans lesquelles il n'y a pas d'avenir urbain. Voilà qui exige de tous les acteurs qui sont là, qui exige que les acteurs des débats dans ce champ spécifique maîtrisent les outils propres à en examiner les données et les enjeux. Or, ces outils qui permettent d'appréhender cette situation ne sont pas disponibles a priori, puisqu'ils ne peuvent se construire que dans les contextes qui les exigent. Et la revendication de leur maîtrise n'est pas spontanée non plus.
en particulier de la part de ceux qu'on confine dans des situations d'assistés soumises aux décisions de ceux qui savent. D'où, et c'est là ma conclusion de ce point-là, qui est un peu long, mais qui est important de mon point de vue, d'où la nécessité de la construction collective d'un savoir populaire de l'habité au cours d'une effective participation responsable de la fabrication de la ville. C'est pourquoi il me semble en ce moment que nous sommes à un moment important de la réflexion architecturale et urbaine et de nos pratiques professionnelles. La question urbaine pose en effet aujourd'hui des questions civilisationnelles. Les réponses qui peuvent être apportées ne peuvent être des questions techniques, elles sont des réponses de société. Et seuls, de mon point de vue, les peuples sont à même de répondre à ces questions. Mais pour cela suppose de construire un savoir en lien avec ces questions. Peut-être est-ce cela la seconde modernité. Et c'est sur ce continent, me semble-t-il, que les conditions semblent réunies pour poser ces questions-là, pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Voilà. Alors, c'était un peu long, non ? Je ne sais pas. Alors, à partir de là, je voudrais basculer dans la manière dont on va travailler sur ces 4 jours. Et je voudrais dire l'importance de l'amorce de ce dialogue transatlantique qui suppose une coopération renouvelée. Il ne s'agit pas seulement de se rencontrer pour s'échanger des informations, des expériences et de se dire au revoir, on se reverra. Il s'agit d'essayer, de mon point de vue, compte tenu de la situation actuelle, historique, de s'interroger sur comment faire pour aborder les problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui. Voilà. Alors, je continue parce que j'avais un peu préparé mon chose. Alors, c'est dire pour moi l'importance des échanges internationaux s'ils savent reconnaître la place et l'importance des tensions entre points de vue et expériences différentes. En ce sens, la démarche de coopération envisagée n'est ni réduite à des transferts de technologies ou des pratiques, ni à des écoutes emphatiques des autres, mais volonté exigeante de questionnement rigoureux pour construire élucidation critique et perspectives nouvelles. Ces 3 journées de débat se veulent l'amorce de cette démarche. Nous espérons qu'elles auront les moyens de se développer dans le temps. Une biennale devenue permanente, par exemple, et dans l'espace, sur ce continent, pour pouvoir dynamiser le débat fondamental sur le devenir de la ville, sur le devenir des villes. Comment ? Là, je reprends comment on va procéder. Par la confrontation réelle, c'est-à-dire, dans ces 3 jours, l'idée est à ce que vous autres, Brésiliens, nous présentez des situations pour qu'on puisse se confronter à ce réel, ne pas rester dans l'abstraction, dans un espace universitaire, mais se confronter à cette réalité. Deuxièmement, en déplaçant donc le lieu du débat, non pas dans l'institution, mais sur les lieux de là où se posent les problèmes. Troisièmement, par la représentation de représentants de différents pays du continent américain. Alors, il y a le Mexique. Pourquoi le Mexique ? Parce qu'au Mexique, de par les politiques massives de production de logements, dits d'intérêt social, se pose la question de savoir jusqu'où il est humainement possible de ne plus habiter. Arturo Ortiz nous présentera des choses en ce sens qui nous permettront d'essayer de répondre. Haïti, avec Rosemée Guignard qui est là, parce que je pense que Haïti est un pays qui vit tout le temps l'urgence. C'est une urgence permanente. Et ce que j'en ai compris, c'est que pour une fois, de fait d'être tout le temps dans l'urgence, la question urbaine, les Vénézuéliens ont aussi pris du retard, voire ont raté leur avion. Donc, on va voir comment ils interviendront. Mais parce qu'à l'évidence, le processus, ce qui se passe au Venezuela participe de ce processus de recherche d'une société émancipatrice. Et dans ce cadre-là, le Venezuela tente, au travers d'outils puissants de transformation urbaine, à travers la grande mission Vivienda par exemple, de penser le développement urbain. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et la Colombie ensuite, parce que la Colombie est le pays symbole du développement urbain et des bonnes pratiques urbaines telles qu'énoncées et promues par les institutions internationales. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue colombien de ce point de vue-là. Bon. Donc,
Je dirais que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Et comment est-ce qu'on va procéder? Donc chaque jour, chaque matin, on va donc visiter, à l'initiative de représentants brésiliens, une situation. On va nous exposer les problèmes tels qu'ils sont perçus par les Brésiliens, excusez-moi. Et l'idée est que ensuite les invités français, enfin les invités par la France, sud-américains comme français, présentent leur travail, mais non pas tant pour dire ce qu'ils sont, mais pour dire au travers de ce qu'ils sont, ce que ça permet d'appréhender et de comprendre des problèmes qui sont posés ici au Brésil. Voilà. Donc voilà, en conclusion et en posant la démarche proposée au travers d'insoutenable architecture, nous voulons montrer l'inévitable, l'incontournable intervention populaire dans la fabrication de la ville. Que cette intervention a pour effet de nous obliger tous, praticiens, techniciens, philosophes, représentants élus, de la fabrication de l'espace, urbain et architectural, à penser et à repenser nos disciplines afin qu'elles deviennent populaires. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça suffit.